Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. On est reparti pour un nouvel épisode de Bande de Food. Bienvenue à tous. Une fois de plus, on est dans un lieu merveilleux, le MX Bar, sur les docks, dans une ville de la lumière, à Marseille. On a avec nous des gens qui incarnent un petit peu l'identité de Marseille. Caroline Casta, qui est responsable de la documentation et du patrimoine de Pernod Ricard, rien que ça. Pernod Ricard France. Pernod Ricard France, c'est déjà beaucoup, suffisamment grand. Hein. En même temps, il vient un petit peu de là quand même. Absolument, Voilà. tout à fait. Julia Samut, c'est l'épicière idéale. Oui. 11 rue d'Aubagne. C'est pas mal ça, C'est beau, l'épicière ça. idéale. Bah oui. On te l'avait déjà faite, on te l'avait déjà faite. Non. J'ai eu l'occasion de déjeuner chez toi hier, c'est une vraie petite taverne d'Ali Baba. Ah, merci. Michael Mas, on dit barman ou bartender? Barman, c'est bien. Ouais, Ouais, c'est bien, barman. mais quand même un des 10 plus influents au monde. Fut un Top temps. 10. Fut un temps. Ah bon? On vieillit vite dans le métier. Ouais, un peu, ouais. Avec nous Claire Coutin. Claire, Bonjour. tu es productrice exploitante Tout à fait, d'huile d'olive oui, au Mas des Boris. On dit Mas hein, dans le sud, oui, ou partout d'ailleurs. oui. Mais à Paris, on accepte que vous disiez Mas. Bon, on peut pas venir à Marseille et en Provence sans parler d'huile d'olive. Bah oui, on espère qu'on va pouvoir en parler encore longtemps en Provence. Et puis on est avec un chef globetrotter, Emmanuel Perrodin, Mhm. qui fait des dîners auxquels je rêve d'assister, donc je te le dis d'avance. Les dîners insolites. Tu as travaillé ici? Tu étais en résidence à un Ouais, moment pendant 3 mois et demi. Ouais, on a accompagné un peu le début avec un peu le début de l'aventure du MX. Ouais. Pour parler d'Anis. Exactement, puisqu'on est aujourd'hui dans le temple de l'anis. C'est quoi le MX? On dit MX? Mix? Et mix, à chacun sa prononciation, Ouais. un peu comme Cassis ou Cassis. Ouais. Blague à part, le MX, c'est un lieu, c'est une maison dédiée à l'anis, à une saveur emblématique de Marseille et du Sud, et également à la ville qui l'a vu prospérer à Marseille et au Sud, plus largement. Concrètement, l'anis, c'est quoi? C'est une plante, c'est une feuille, c'est une tige? Moi j'ai vu qu'il y avait de l'anis un peu partout. L'anis, c'est plusieurs choses. Ouais. C'est déjà un goût, Ouais. le goût anisé, qui est largement répandu autour de la Méditerranée et à Marseille également, du coup. Ce sont des plantes, puisque cette saveur peut s'extraire de différentes plantes qui produisent la même essence, dite d'anétole. Donc l'anis étoilé, ou badiane, qui est en forme d'une étoile à 6 ou 8 branches. L'anis vert, qui est dans des petites graines. Et le fenouil ou anis de Paris, qui est une plante ligneuse qui peut aller pousser très très haut, jusqu'à 2 mètres de haut, et qui a des magnifiques ombelles. Ça fait comme un petit parasol au-dessus. Ouais. Donc bien sûr, voilà, on peut l'utiliser en pâtisserie, on Oui. fait des bonbons, du pain, Oui, des on dragées. fait des bonbons, on fait du pain, on fait de la fougasse chez nous, on fait des canistrelli par exemple en Corse qui sont excellents. En Italie aussi, il y a des petits gâteaux avec de l'anis à l'intérieur, on peut faire des bonbons. Emmanuel, c'est quoi ton dernier plat à base d'anis? C'est un des marqueurs en fait, l'anis. C'est comme ça fait partie. C'est comme un peu l'ail ici, si tu veux. Il y en a forcément toujours un peu quelque part. C'est-à-dire que t'es pas forcé de dire qu'il y a de l'anis pour qu'il y en ait, à vrai dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rehausser un tout petit peu la cuisine d'ici. Alors évidemment, l'anis c'est pas que la Provence. Hein. Évidemment, on peut monter bien haut pour mais bon, il s'avère que il s'est bien ancré dans ce territoire-là, notamment grâce à la maison, grâce à Pernod. Peut-être qu'on en parlera à un moment donné, en fait, de comment le goût se constitue ou se reconstitue et quelle est l'influence parfois de certaines personnes. Là, en l'occurrence de Pernod Ricard, en fait, qui fait basculer vraiment le Sud dans l'univers de l'anis. C'était pas forcément le cas. C'était pas forcément aussi une terre d'anis que ça peut l'être depuis maintenant une centaine d'années. Pernod Ricard, ils font du pastis. Oui. Le pastis, c'est une recette secrète ou au contraire tout le monde peut faire du pastis? Est-ce qu'il y a une recette secrète comme dans Grande question. Coca-Cola ou est-ce que au contraire tout le monde peut en faire? Alors, le pastis de Marseille, c'est une recette qui a été mise au point par Paul Ricard en 1932. Donc, en ce sens, oui, c'est une recette, c'est une appellation et qui répond à certains critères, et notamment degré d'alcool, qui doit titrer 45 degrés d'alcool par litre, et de puissance d'anis de 2 grammes par litre. Donc, c'est très
Alors j'ai appris qu'il y avait des pastis millésimés. C'est vrai. Ok. Il y a des pastis millésimés, ouais. Nous, on travaille avec le pastis de Guillaume Ferroni au château des Cressaux, sur Aubagne, qui fait un pastis millésimé. Après, il ne faut pas voir le millésime spécial. Enfin, il y a un rapport un peu comme dans le vin, c'est-à-dire que c'est lié à un moment de la culture. C'est-à-dire que le principe de Guillaume, comme d'autres, comme par exemple Garagaï, qui est sur les abords de la Sainte-Victoire, il faut une cueillette sauvage et une cueillette locale dans leur jardin. Donc du coup, la partie en cueillette sauvage, ils sont forcément tributaires de la saison, de ce qui pousse, des quantités. Et c'est en ce sens-là où sa recette va être millésimée, parce que chaque millésime, ce que lui donne la terre pour compléter sa cueillette en local à lui, va changer sa recette, donc il le millésime. Après, il fait un petit passage en fût aussi, qui peut faire ce clin d'œil au millésime dans les vins, parce qu'il pousse le process un peu plus loin. Mais le millésime est vraiment lié du coup au bouquet aromatique. Juste derrière nous, il y a ton bureau. Ouais. C'est le MX Bar. Ouais. C'est quoi ton dernier cocktail à base d'anis? Là, il y en a quelques-uns, parce que là, on est en plein renouvellement de cartes. Ouais. Donc, par exemple, là, on a une version de Pina Colada au Ricard Bio Amande qui va sortir. Ouais. Après, qui est travaillé par un de mes... C'est le Ricard qui est bio ou c'est l'amande? C'est tout. Ok. Tout est bio. Ah, il nous a fait une super version où il enlève ce qui est une des méthodes très utilisées aujourd'hui, la clarification. Donc, en gros, il va enlever toute la matière de la pina colada pour justement jouer vraiment le contraste, d'avoir en tête ce côté gourmand, dense, épais, et de l'avoir de façon très fluide, limite comme un vin blanc un peu moelleux. On a un peu cette texture-là, donc c'est ultra intéressant. On avait le jardin de Valençol là qu'on avait sur l'ancienne carte, moi que j'aimais beaucoup, où on mettait en avant le fenouil, justement le côt anisé de la graine de fenouil, avec un sirop de céleri maison, donc un céleri concentrifugé, tout simplement un jus sucré. Et la rencontre du fenouil, de l'anis du fenouil avec le céleri et le côté poivré, ça fait quelque chose d'assez détonnant, ça j'aime beaucoup, avec un peu de réglisse sur le dessus, ça fait un joli triangle de saveurs, c'est top. Julia, je suis allé déjeuner chez toi hier parce que quand j'ai dit qu'on venait à Marseille, tout le monde m'a dit Julia Samut, l'épicerie idéale. Donc d'abord, pourquoi ça s'appelle l'idéal? Ça s'appelle l'idéal parce que j'avais pas de nom. Parce que quand j'ai pensé à faire l'épicerie, c'était une épicerie tout simplement, mais que j'ai un copain basque qui a un restaurant qui s'appelle le Châteaubriand à Paris, qui s'appelle Iñaki Espitart, qui a sa grand-mère, elle avait un magasin de vêtements de travail à Hendaye qui s'appelait l'Idéal. D'accord. Et il m'avait raconté cette histoire et dès ce jour, j'ai jamais pu m'enlever de la tête ce mot-là. Et un mois avant d'ouvrir, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que je peux utiliser ce mot? Et il m'a dit, ça va te coûter très cher. Et j'ai utilisé le mot. Et voilà. C'est vrai que chez toi, il y a une ambiance très particulière. Il y a vraiment une ambiance un peu d'auberge, je sais pas comment tu définis ça. C'est pas qu'une épicerie. Non, mais c'est pas tout ça, ça vient absolument pas de moi en fait. Déjà, c'est Noailles. Et c'est un quartier qui est énergisant, où tout le monde se regarde dans les yeux. Et tout le monde se dit bonjour, et c'est vraiment vivifiant. C'est une rue très piétonne. Ouais, mais on est vraiment ensemble, tous ensemble, les clients, les commerçants. Voilà, c'est une vie sûrement des années 50 et Dieu soit loué, ça existe encore. Mais c'est ce que j'imagine d'une ville comme ça, d'un port, de la mixité. C'est pas une blague en fait. Marseille, c'est ça quoi. Qu'est-ce que tu nous as amené à déguster? Alors justement, on parlait de fenouil et j'ai amené les mêlés parce que Marseille, c'est aussi. Moi, mon père, il est arrivé à Marseille par la Côte Bleue, par Martigues. Ouais. C'est mon lien avec cette ville. Ouais. Ma grand-mère, elle est arrivée de Tunis à Marseille, mais ils ont vécu à Martigues. Et à Martigues, on fait ça. Il y a quoi dans cette potion magique? On fait des petits anchois, tout petits. Avant, c'était des alevins. Maintenant, c'est des petits parce qu'on n'a plus le droit de pêcher les alevins. Donc, vous voyez, c'est quand même un truc. Il faut être prêt, quoi. Hein. Et c'est ça qui est bon. Comment te dire? Ça manque un peu de glamour. On dirait une mixture marronasse. Ouais. On n'irait pas tous dedans. Alors, il y a l'enchoyade et puis il y a les mêlés. Ça, c'est pour les vrais. Ok. Alors, je veux bien de l'huile d'olive. Ok. Si on a le droit d'ouvrir. Qu'est-ce que tu nous as amené comme huile alors? Parce que, je raconte l'histoire juste, c'est des petits anchois conservés au poivre et au fenouil, justement. Et c'est le meilleur accompagnement du pastis. Meilleur. Le mêlé? Ah oui. Donc, on met de l'huile d'olive là-dessus. Et on fait le quiché, c'est-à-dire qu'on prend du pain et on trempe le pain dans les mêlés dilués à l'huile. La plus costaud, parce qu'il faut quand même, il y a des saveurs quand même bien fortes en face. Je fais passer l'assiette. Costaud sur costaud, ça va pas faire très costaud? Non, justement, parce que j'ai des huiles très très douces avec des arômes très subtils qui n'auraient aucun intérêt là, tandis que là c'est une plus robuste.
une AOP Provence. Et à mon avis, c'est celle qui, à mon avis, ça ira mieux AOP, avec. c'est appellation d'origine protégée. Tout ça à veut fait, dire c'est qu'on comme sait pour le qu'on- vin. Bon, on a On mange pas pareil. de on a- l'huile de... Voilà. Donc tu laisses fermenter tout ça. Ouais, en fait, C'est c'est ce qui vraiment. fait que ça Alors bon, dégage un ça peu. se vend Moi, je suis pas. une fan d'anchois, Ça se vend. T'en as déjà trouvé, toi, Emmanuel? On n'en trouve plus. On Voilà. en trouvait avant. Il y a plus on en personne trouve qui en quasiment fait. plus. Ouais. Et Sauf puis- un mec, mais on lui achète toute la production. Ouais. Et ouais, mais alors le pain. Ça dégage, hein. Eh oui. Mais le pain, il faut tremper. Ça se mange pas comme ça. Je suis en train de prendre feu là. Et oui, J'ai dit mais oui, comment il ça faut se mangeait, on l'adoucir avec m'explique le pas. pain. Ok. Allez. C'est donc la fermentation. Ok. C'est super la Tout fermentation. va bien. Il n'est que elle est 10 heures assez du matin. poivrée aussi, donc. Magnifique. Non, mais c'est exceptionnel comme produit. Mais le plus beau, c'est de voir. On a ouvert la salle à manger de Incroyable. l'épicerie en face de l'épicerie dans la rue d'Aubagne. Mhm. Et je sers ça à l'apéro à tout le monde. Et le plus beau, c'est de voir les yeux des clients quand ils ont mangé ça. Ils me disent, mais c'est pas possible Alors- de manger un truc aussi bon. Comment tu te sources J'imagine ton petit réseau de producteurs. Ouais, d'amis. bah, c'est des années de collection de produits et de parents restaurateurs. Puis de et rencontres. Oui. Parce que tu étais journaliste Ouais, culinaire voilà. pendant 15 ans. Ouais. Donc ça a été, ouais, j'ai plusieurs phases de sources en fait. D'abord et avant tout, c'est mes parents en fait. Ça a été quoi le switch pour passer de journaliste à commerçante? Je pense que la psychanalyse n'a pas servi à grand chose en fait. Ok. Et que je suis retournée à. D'où l'idéal. Ouais, exactement. L'idéal de vie. Ouais. Mais c'est vrai, hein. Mhm. C'est l'idéal de la mienne de vie et puis on cherche tous notre idéal dans l'idéal avec mon équipe. Donc c'est ouais. Alors, j'ai vu qu'à chaque chemin. confinement, on souhaite qu'il n'y en ait pas d'autres, mais à chaque confinement, toi, tu inventes des trucs. Donc, tu as fait la nouvelle boutique en ligne, tu as fait le traiteur du week-end, etc. Je voulais pas Ouais. être obligée de demander à des personnes de mon équipe de partir parce on pouvait plus supporter l'affaire quoi. Donc comment ils disent, on s'est réinventé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. On ouais. s'est réinventé. Même si de toute façon, la cuisine ne peut se penser que comme se réinventant tout le temps. Là, en mangeant ça, tu manges 3 millions d'histoires, tu vois. Oui. Alors, si tu en parles si bien, c'est parce que tu es à la fois historien et chef. Oui, c'est ça. Je suis d'abord historien de formation. J'ai jamais vraiment exercé en tant qu'historien. Hein. Mais j'ai fait tout un parcours universitaire jusqu'au 3e cycle à Paris-Sorbonne, dans un autre cadre. Hein. Moi, j'étudiais l'anarcho-syndicalisme, tu vois. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Et j'étais. Pas la même tambouille. Oui, voilà, c'était une autre tambouille, ça, c'est certain. Le barbecue merguez. Oui, c'est ça. Mais j'ai vite compris en tombant amoureux de ce métier que de toute façon, quand tu mangeais quelque chose, tu mangeais de l'histoire. Et que la cuisine était un langage, et puis même de toute façon, sans aller chercher bien loin, hein, juste en regardant un peu les mythes qui nous constituent dans la société occidentale. Quand tu regardes le mythe notamment prométhéen, enfin Prométhée, ce dieu qui va... Là, tu parles de très loin. Oui, il parle de très loin, mais en même temps, c'est très proche, tu vois. Enfin, ce qui va nous différencier radicalement des animaux que nous fûmes, c'est bien le feu, tu vois, le fait de passer, de transformer, de distiller, de distiller le vivant. Et c'est parce qu'on a fait cet acte-là, c'est-à-dire d'aller jouer avec le feu, parce que naturellement, un animal ne va pas aller se frotter à ce qui peut lui nuire. Nous, c'est notre spécialité. On le prouve bien, hein, tu vois, d'aller se frotter à ce qui peut nous détruire. C'est ce qui nous définit. Donc, et c'est ce qui nous définit de toute éternité. C'est-à-dire Alors, que... ça illustre bien ce que tu fais en général. C'est que non seulement tu fais des repas, Oui. tu fais des grands banquets d'ailleurs, Oui, et puis tu commentes, tu choisis une thématique artistique, oui, et tu la commentes et t'associes comme ça des grands maîtres, par exemple, je sais plus, Courbet, je crois, de mémoire, tu avais Oui. fait ça, oui, avec des grands banquets, j'ai vu dans les musées, etc. oui. Dans tous les dîners insolites que j'ai vus sur ton compte Instagram, tu étais dans des endroits de fous. Ouais. À un moment, tu es au milieu de, je sais plus, des rizières ou des salines, où Ouais, tu ouais. as des grands banquets. Là. C'était les tables salantes. En fait, on était au milieu des tables salantes. C'était la table au milieu des tables Des salantes. petits lampions, des trucs et tout. Ouais. Fantastique. Et ça, voilà, ça Ouais. donne envie d'y être. Les dîners insolites, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est Provence Tourisme, c'est des grandes tables. C'est même insolite. Ouais, c'est ça. Après, moi, effectivement, c'est une de mes signatures aujourd'hui, c'est des grandes tablées dans des lieux qui sont... Une grande tablée dans des lieux, où en tout cas je raconte des histoires. Les dîners insolites, c'est encore une autre forme parce que... D'accord. Juste, j'ouvre une petite parenthèse, c'est une forme très singulière qui a été créée avec Provence Tourisme et les grandes tables, où on a choisi de respecter presque les principes d'écriture du théâtre classique du XVIIe siècle, c'est-à-dire une unité de lieu, une unité de temps, une unité d'action. Le lieu, c'est le département, le temps, c'est
le mois de juillet, et l'action, c'est le repas. Et on montre comment la table peut raconter le paysage, à travers, comme ça, 20 chapitres d'une histoire. Et donc ça, dans une installation imaginée par Marie-Jo Ordener, qui est aussi une des signatures de la chose. Après, effectivement, moi, j'accompagne aussi les histoires qui, moi, me nourrissent, et que je veux partager avec les autres à travers de grandes tablées, parce que je déteste les tables individuelles. Je pense que le restaurant, en fait, est un espace où, justement, il faut revenir à l'origine même du mot, c'est-à-dire que cette restauration-là, elle est réelle, c'est-à-dire qu'on se restaure physiologiquement, mais on se restaure aussi, je pense, dans un restaurant dans l'esprit. On partage, même avec des gens prendre le risque de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est vraiment une des choses c'est vraiment au cœur de ce qu'est mon travail. C'est une des choses qui m'a fait partir, en fait, du restaurant traditionnel. C'est-à-dire que j'étais devenu dans l'incapacité de pousser les murs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait que des individualités qui ne se croisaient pas, tu vois. Et je voulais créer des moments où les gens puissent se rencontrer. Tout le monde n'est pas obligé de se rencontrer ou de se croiser, mais il n'y avait plus beaucoup d'espace-temps dans lequel on pouvait vraiment se rencontrer le temps d'un repas, c'est-à-dire 2-3 heures, c'est-à-dire prendre vraiment le risque de rencontrer quelqu'un de nouveau dans sa vie, et puis d'expérimenter quelque chose d'un peu unique aussi. Je crois que tu as fait un grand banquet au Musée de l'Homme. Oui. Et j'ai trouvé que la plus belle phrase pour résumer ce que tu faisais, le directeur du Musée de l'Homme, il disait que tu émerveillais pour instruire. Elle est belle cette phrase. Oui. J'ai trouvé magique. Nous, il y a quelqu'un qu'on aimerait aussi faire revivre en venant à Marseille, qui est aussi connu que la Bonne Mère, c'est Paul Ricard. Et oui. Paul Ricard, c'est pas que celui qui a créé cette fameuse boisson connue dans le monde entier. Non, mais Emmanuel parlait de créer du lien. De faire société. C'est le propos que s'est donné, la vision, la mission que s'est donnée Pernod Ricard France et Pernod Ricard, et que Paul Ricard, en fait, qui vient de la personnalité même de Paul Ricard. Pourquoi tu m'as dit que c'était un écologiste avant l'heure ? Bon, parce que très tôt, il a été sensible à la nature. Il a toute sa vie. Il disait qu'on avait réussi sa vie si on bâtissait sa maison et on plantait des arbres. Il s'est battu contre les feux de forêt qui ravageaient la Provence, et il a créé, surtout en réaction à une des premières pollutions en Méditerranée, en faisant appel aussi à Alain Bombard, le naufragé volontaire, l'Institut océanographique Paul Ricard. C'était en 1966, c'était un observatoire sur la Méditerranée. Le propos est toujours le même. Aujourd'hui, c'est cet engagement visionnaire. Il n'y avait pas de ministère de l'Environnement. C'est une question encore très secondaire. Et c'est Patricia Ricard qui est la présidente actuelle, donc qui prolonge cet engagement de Paul Ricard. Et l'objectif est de faire connaître et protéger la mer et les océans. Et maintenant la biodiversité au sens large. Donc l'Institut océanographique, il est où ? Paul Ricard, il est situé sur l'île des Ambiers, depuis 1966. Qui appartient au Ricard ? C'est une des îles que Paul Ricard a achetées. Il a d'abord acheté l'île des Ambiers dans les années 50, et puis ensuite l'île de Bandol, et ensuite l'île des Ambiers. Ça se situe face au large de Bandol, en face de Sanary et du Brusque, et c'est une île de verdure qui est complètement sans voiture électrique, sans voiture, tout se fait à pied, c'est un site. La lagune du Brusque est protégée, c'est un espace Natura 2000, tout est fait pour que la nature soit reine et qu'on y passe un moment agréable. Alors, quoi de mieux qu'une île pour rêver ? Bien sûr. Slogan. Ou qu'un aérodrome pour décoller, puisqu'il a fait celui du Castellet. Aussi. Ou qu'un circuit pour conduire, puisqu'il a fait le circuit du même nom. Oui, en fait, tu me posais la question de qui était Paul Ricard. Je pense qu'on pourrait rester jusqu'à après-demain à ce micro. C'est pas le propos. Ça serait trop long. On va se gêner. Mais c'était un homme à la personnalité incroyable, au destin unique, qui a eu 1000 vies en une. On a communément, nous, l'habitude de résumer, si on peut résumer le personnage extraordinaire qu'il a été, un entrepreneur visionnaire, qui a créé la marque Ricard et puis qui a donné vie ensuite au groupe Pernod Ricard, mais aussi un communicant de génie. Et c'était aussi une troisième facette très intime, et il voulait être un artiste en fait. C'était un artiste dans l'âme. Son père lui a dit que ça ne nourrissait pas son homme, c'était très dans les années 30, les années 20.
Il a toujours dessiné, toujours peint, il a produit, sa famille a recensé dans sa maison. C'est lui qui a dessiné le fameux bro, qu'on connaît tous, qui fait partie du patrimoine français. Oui, il a créé les codes de l'anis et du pastis de Marseille surtout. Hein. Donc il a dessiné son logo. Avec des couleurs jaunes sur fond bleu, pour symboliser la Provence dont il était fou amoureux. Et puis, c'était donner un sens, un terroir à sa marque. C'était le bleu de la Méditerranée, le jaune du soleil. Il a dessiné son étiquette avec les feuilles d'acanthe, le 45 degrés, enfin tous les codes qui ont été repris ensuite. Il y a mis son nom, en gage de garantie. Il a mis le territoire pastis de Marseille. Et en 1938, il a créé sa première campagne de publicité. Voilà. Et ensuite, il a développé tout un ensemble de moyens de communication. On dit qu'il a inventé la communication à 360 degrés, avec des événements, voilà. Il voulait être vu, il voulait être reconnu, que sa marque s'impose en fait. Et alors le premier bro, c'est une couleur un peu et donc il a dessiné spéciale. son premier le matériel de service qui accompagne sa première des créations, c'est son produit. Avec une formule effectivement tenue secrète depuis 1932 et la diversité qui était que Michael a évoquée, qu'on évoque tous de ses goûts anisés. Il y a sa singularité, c'est qu'il y a apporté la rondeur de la réglisse. Il était le premier à faire ça et c'est vraiment la signature du Ricard, et un bouquet d'herbes aromatiques de Provence qui est le côté, la signature aromatique qui apporte beaucoup à sa boisson et qui en a fait un succès. Puis après, moi, je voudrais parler du pichet. Alors, le pichet, bro. oui, il a c'est aussi. C'est un peu comme la tarte tatin, la couleur, elle est arrivée par hasard. Alors, il a dessiné ce bro qu'on voit partout, qui est de couleur un peu marron clair, pain brûlé, avec signé, donc un Ricard. Et c'est une erreur de cuisson, comme souvent. Il y a du génie dans les erreurs de cuisson et ça a trop cuit dans le four. C'est pour ça que je disais, c'est un peu comme la tarte tatin. Absolument. Et du coup, elle a été adoptée, elle est restée, elle a été sur la première affiche, on le voit bien. Et c'était un élément essentiel puisque en Méditerranée, le rafraîchissement, c'est fondamental. Et ce bro en grès permettait de garder vraiment l'eau froide. Les glaçons, c'était pas non plus monnaie courante. Et comme l'anis est sensible au froid, ça permettait d'éviter le contact du glaçon avec le produit. On met toujours le pastis de Marseille, l'eau et les glaçons. Alors, en préparant l'émission, j'ai vu que l'atelier de céramique, c'était les ateliers Revol dans la Drôme. Je suis allé voir si ça existait toujours. Et en fait, c'est une société fabuleuse, oui. Et ce sont des Énochiens. Ils font partie du club assez fermé des Énochiens. Donc, c'est des maisons qui appartiennent à la même famille depuis plus de 200 ans. C'est toujours le cas. Et c'est notre fournisseur historique, enfin un de nos fournisseurs historiques. Dans cette émission, l'idée, c'est aussi de partager des recos, des adresses, des choses comme ça. Julia, tu nous as amené quoi, mis à part ton truc dont j'ai toujours le goût en bouche et qui me met de bonne humeur? J'ai amené la couscoussière de ma grand-mère. C'est ça. Que j'ai jamais déplacée, en fait. Je me suis rendu compte. Elle est toute petite parce que ma grand-mère est tunisienne. Était tunisienne et le couscous au poisson chez nous c'est le plat de famille quoi, le plat des retrouvailles ou celui qu'on demandait tout le temps et puis quand elle est devenue quand elle a vieilli, elle a continué à faire le couscous pour elle toute seule parce qu'elle pouvait plus cuisiner pour 20 ou pour 40. Mais elle voulait continuer à en profiter. Et j'ai gardé ça. Et c'est incroyable quand même de faire le couscous pour quand tu as plus de 80 ans. Tu cuisines encore avec? Moi, je l'ai jamais touché. Et puis tu le fais pas aussi bien que ta grand-mère. Je le garde et je le fais pas d'ailleurs. Je pense que peut-être je commencerai à faire le couscous quand je serai vraiment grande. Ça veut dire, je crois qu'on reprend pas la recette de sa mère ou de sa grand-mère jusqu'à ce que. Et donc c'est ma mère qui cuisine le couscous. Excellent. Et puis tu nous as amené un livre avec un titre un peu marrant. Je connaissais Star Wars. Ouais. Spaghetti Wars, c'est le livre d'un auteur qui s'appelle Tommaso Melilli. Qui est cuisinier, écrivain, qui écrit aussi bien qui est italien et qui écrit magnifiquement bien en français. Incroyable. Et ça s'appelle Spaghetti Wars, donc journal du front des identités culinaires. Il raconte très très bien le métier de restaurateur et de cuisinier, de recevoir à sa table
de jouer ensemble une partition tous ensemble. Tu connaissais C'est-à-dire les Emmanuel clients et le cuisinier et le service et tout ça, tous ensemble. C'est ce qu'il raconte là-dedans. Il a écrit un deuxième livre qui s'appelle L'écume des pâtes. Il est reparti de Paris jusqu'à son Italie pour essayer de comprendre pourquoi la trattoria est un restaurant qui t'embellit la vie. Et le livre est génial aussi. Voilà, je conseille vivement. Ça donne envie. Emmanuel, toi, il y a des livres de cuisine qui t'inspirent ou des auteurs ou des... Moi, il y a des auteurs qui m'inspirent. Je suis pas venu avec, là, mais c'est ma principale source d'inspiration. Au début, c'était un auteur bressan, mais qui est mort à Clary-le-Rouet, enfin en Suède, pardon. La Redonne, donc pas très loin d'ici. Il s'appelle Raymond Dumais. Et il a écrit parmi les plus belles pages pour moi sur l'histoire de la cuisine française, notamment dans un livre qui s'appelle Du silex au barbecue, qu'un jour peut-être un éditeur finira par rééditer. Ou de la cuisine française, ou des choses comme ça qui sont vraiment, vraiment épatants. Et après, être plus proche de nous, moi je suis amoureux du livre de Pascal Barbeau. L'Astrance ? Ouais, parce que c'est un livre d'une intelligence, il est construit de façon extrêmement intelligente et il décortique vraiment, il donne tout. Il donne tout. Il donne tout comme a pu donner à un moment donné aussi. Et si quelqu'un commençait la cuisine, tu lui conseillerais de lire quoi en premier ? C'est une bonne question. Déjà, je lui conseillerais de vraiment bien lire Son Vincent Morel, ou en tout cas le livre de base de l'enseignement, qui sont toujours très très bien faits. Ils sont toujours très bien amenés. Enfin, y a pas de. C'est vraiment des livres d'apprentissage. Oui, c'est vraiment des livres d'apprentissage. Oui, tu m'as demandé de venir avec quelques petits livres. Qu'est-ce que tu nous as amené comme livre ? Tiens, donne-moi comme ça, on va les montrer. Les petits bouquins de l'Épure que j'ai commis. Ah, super maison d'édition. Ouais, exactement. Donc là, on a quoi ? L'oursin. L'oursin. Ouais, ça c'est le deuxième livre que j'ai commis. C'est de Emmanuel Perrodin, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ben oui, je suis venu qu'avec les miens. Hein, c'est pas. Ouais. Là, le comté, ça c'est le premier parce que je suis né dans. De Emmanuel Perrodin, s'il vous plaît. Je suis né dans le comté. Voilà. La bouillabaisse. La bouillabaisse de Emmanuel Perrodin. Ouais. Mais ça c'est parce que ça permet de dire la ville comme nul autre. La langue de Emmanuel Perrodin. Avec Laetitia Wyss. Et un super, vraiment une belle collaboration, ce livre sur la langue. On s'est bien amusé à le faire ensemble. Il y a même du loup chébem à l'intérieur. Et quand tu cuisines pas, t'aimes bien aller où au resto ? Il y a plein. Quoi comme adresse de resto ? Oh il y en a vraiment quelques-unes qui sont très très bien. Marseille a tellement. Alors, on dit que Marseille s'est réveillé. Enfin, Marseille a vraiment jamais été endormi. Hein. C'est juste que il y a toujours eu une cuisine intéressante de mon point de vue à Marseille, peut-être plus avec une expression autre, peut-être plus inscrite dans le temps long. C'est vrai que la nouvelle génération qui arrive là regarde la tradition provençale avec parfois il n'y a pas vraiment forcément toujours de discussion avec pas d'ancrage vraiment, mais peu importe, c'est intéressant de voir comment cette nouvelle génération vient et rebat les cartes. Alors il y a évidemment tout le travail que fait Aurélien avec c'est parce que c'est vraiment bien. La table du midi, enfin quand elle a été ouverte, était vraiment une sorte de bouffée d'oxygène comme ça. Et puis pas très loin aussi, moi il y a un de mes coins préférés qui est une sorte de, je devrais même pas en parler, c'est un snack. C'est à Noailles aussi, c'est le comptoir des Beaux-Arts qui fait une shorba absolument folle. Shorba, c'est une soupe ? C'est une soupe marocaine, avec un petit pain. Voilà. Et puis après, sinon, il y a toute cette... tu vas voir Laetitia tout à l'heure, il y a une jeune femme, là, Sarah Chounier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vraiment ouvert des trucs très intéressants. Sarah Chounier qui vient d'ouvrir un restaurant qui s'appelle Regain. Moi, je suis très très fan de Ouréa, de Mathieu Roche. Il y a la jeune Lily Gadola qui tient un restaurant qui s'appelle Limat. Et elle fait un travail sur le végétal qui est, mon Dieu. Il y a Catherine avec Marie Dijon qui fait des choses folles aussi. Mais après, on pourrait en citer plein d'autres en fait. Ouais. Et puis c'est l'idée, c'est justement de faire connaître plein d'adresses autour de Marseille pour celui qui n'est pas insider. Oui, alors, mais même autour de Marseille, si on doit aller même un peu plus loin, c'est vrai que ça bouge de plus en plus. Là, je pense notamment à Aix, parce que c'est pas que le sud, c'est pas que Marseille. Et à Aix-en-Provence, il y a un jeune qui s'appelle Loïc Pétry, qui a un resto qui s'appelle Sauvage. Pour l'instant, il y a que 20 couverts à l'intérieur. Franchement, c'est éblouissant. Ah ouais, mais c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Là, il y a un Néo-Zélandais qui est passé, ou un Australien, je crois, qui est passé par, qui avait chopé une étoile dans les Alpes et qui s'est installé à Saint-Étienne-du-Grèce. S'il te plaît, Saint-Étienne-du-Grèce. Il a un restaurant qui s'appelle Edja. Franchement,
mais c'est pouf, mais c'est fou quoi. On va aller voir de plus en plus ces petites tables aller à la campagne et de voir comment en fait comment la cuisine qu'on pense normalement la jeune cuisine qu'on pense normalement réservée au centre urbain boboisé en fait va aller partout parce que de toute façon ce besoin-là il est ce besoin d'une cuisine vivante qui soit dans l'exploration même de son territoire, c'est-à-dire dans la valorisation aussi dans la valorisation réelle de ces produits ou des sources d'approvisionnement, elle s'insinue partout aujourd'hui. La clientèle, quoi qu'il arrive, elle est là. Elle est dans l'attente de ça. Claire, à Salon de Provence, il y a le Mas des Boris et la Patrouille de France. Et il y a quoi comme resto ? Il y a un resto que j'aime beaucoup et qui a atterri à Salon en même temps que moi en septembre 2019 et c'est Villa Salone avec le jeune chef étoilé Alexandre Lechêne. Et on a une très chouette collaboration. Le chef a l'air de valider. Et on a une très belle collaboration. Ils aiment bien une de mes huiles et voilà. Tu vends à qui exclusivement à des super restos étoilés ou au contraire à des petits commerçants? Tu vends... Non, on est très, à la fois très local et aussi assez international, parce que je vends un peu partout dans le monde et c'était un peu mon pari d'entrée, d'essayer de faire connaître qu'il y a de l'huile d'olive en Provence, ailleurs qu'en France. Et la spécificité, si j'ai bien compris, de ton huile d'olive, c'est qu'elle est mono-variétale. Notamment, c'est vrai que je travaille beaucoup sur des variétés donc mono-variétales, donc ce sera comme pour le whisky, un single malt, ça sera un single variétal, et je travaille que des variétés provençales, qui quand même ont un peu tendance, petit à petit, à être remplacées par des variétés qui viennent d'ailleurs. Et donc, c'est aussi un pari d'essayer de garder ces variétés, ces goûts, qui sont quand même le témoignage de notre Provence. Moi, je travaille avec 4 monovariétales, qui sont une qui s'appelle Saloninque, qui vient de Salon de Provence, une qui est le trait d'union, je pense, de toutes les huiles provençales et qui s'appelle l'Aglando, et qu'on trouve partout et qui est très puissante et robuste. Et puis après, j'ai des variétés extrêmement aromatiques, une qu'on trouve que dans les Bouches-du-Rhône et qui s'appelle la Grossane, et qui est des énormes pruneaux avec pratiquement pas d'huile dedans, donc elle est horrible à triturer, mais elle a des arômes très particuliers. Et voilà. Et la 4e, c'est le Bouteillant, qui est très verte, gazon, prairie. Et donc, voilà. Et pardon pour la question de débutant, c'est des olives vertes ou des olives noires ? Alors donc, effectivement, mais c'est une question qu'on me pose très souvent. Il est fort. Ah oui. Alors donc, les olives sont vertes et deviennent noires, plus on les laisse mûrir sur l'arbre. Voilà, mais nous, on travaille en fruité vert, essentiellement, c'est-à-dire qu'on ramasse nos olives quand elles vont changer de couleur, justement. Elles sont vertes et elles commencent à devenir rouges. Et après, il y a d'autres procédures. Il y en a qui travaillent avec des olives plus mûres. Et donc, dans ce cas-là, elles font des huiles d'olive qu'on appelle les fruités mûrs. Puis après, il y a une technique très provençale qui s'appelle le goût maturé ou goût à l'ancienne ou fruité noir, où on fait fermenter les olives avant de les transformer. Et ça donne ce goût un peu de fumée moisie. Enfin, cacao, qui avait cacao. Non mais à l'époque c'était parce qu'avant on laissait les olives en plein soleil avant qu'elles soient triturées et voilà, et donc maintenant c'est... Mais il y a des huiles qui ont des goûts très... j'aime beaucoup moi le goût de l'artichaut et on le retrouve dans certaines huiles. Oui, typiquement dans nos fruités verts. D'accord. Artichaut cru, un peu astringent et piquant. C'est typiquement dans nos huiles. Ça se marie bien avec quand c'est l'huile un peu costaud, ça se marie plus avec des salades, et quand c'est plus calme, ça se marie plus avec des plats savoureux, ou il n'y a pas de règle? Il n'y a pas de règle. Franchement, il n'y a pas vraiment de règle. Moi, je dirais par exemple en apéro avec du pain, j'adore une des huiles monovariétales qui va être très verdure. Et voilà, mais après, elles se marient toutes. Alors, tu lis des mangas aussi? En fait, je ne suis pas très manga, mais celui-là, je le trouve hyper, La cantine de hyper minuit. Poétique. Et en fait, voilà, ça se passe dans un petit resto justement de quartier, peut-être qui pourrait être le tien, où à chaque plat, il y a une petite histoire d'hommes et de gens. Et donc, c'est tendre. Et voilà, donc j'avais pas un livre de recettes en particulier parce que moi, à part le reboul, la cuisine provençale qu'avait ma grand-mère, ma mère, que j'ai eu et que j'ai passé à mes filles, voilà, en fait, je suis tombée là-dessus parce que je trouve que c'est très touchant et ça reflète, je pense, beaucoup de ce qui se passe dans les petits restos de quartier à Marseille. C'est une histoire d'un restaurant qui ouvre à minuit et les clients peuvent venir et demander ce qu'ils veulent et le cuisinier, s'il l'a, il le cuisine, sinon il cuisine autre chose. C'est à Tokyo. C'est complètement incroyable. Et donc, il raconte... en fait, c'est des portraits de personnages à la fin. C'est les portraits des clients qui viennent manger et qu'est-ce qu'ils demandent. Donc, il y a un plat et à côté, il y a une vie. Donc, à chaque plat correspond une petite histoire, une anecdote. C'est une rencontre, c'est des rencontres, voilà. Il y a un animé autour du bar aussi qui est intéressant, qu'on peut trouver, qui s'appelle Bartender, où il y a un peu le même parallèle.
un cocktail en fonction de son client, et à chaque fois il y a toute une histoire sur la philosophie du cocktail, de la création par rapport aux problèmes du client, enfin aux soucis du client. Oui, c'est un peu le même mais je parallèle, dirais c'est que sympa. surtout après la période de confinement où ces espaces ont été supprimés, Ouais. on voyait que voilà, c'est un besoin quand même. Caroline, C'est un toi, relais tu vas- social énorme. Caroline, tu vas où au restaurant quand t'es pas au MX? Quand je suis pas au MX, bien sûr, au MX Food. Moi, j'habite sur la Côte Bleue. Donc, je vais à la Calanque Bleue, je trouve ça génial. Parce que c'est plus que des recettes aussi. C'est un service, c'est un accueil, c'est une simplicité, c'est la beauté du lieu dans lequel on mange. La Calanque Bleue. La Calanque Bleue. C'est vraiment dans les Calanques? C'est à la sortie de Saucé-les-Pins. Il faut Après le feu à longer droite. la petite rue Signeux, après le port, Ouais. en direction de Carreau-la-Couronne. Et au détour d'un virage, il y a la Calanque Bleue qui est nichée là, un peu comme un balcon, un restaurant perché sur la Méditerranée. Et le service est juste... Je trouve que c'est sympa, c'est pas chichi, c'est pas compliqué, c'est simple, mais c'est bien fait et les gens sont adorables. Et la cuisine est de qualité, ils cuisinent le poisson, ils ont une soupe de favouille qui a tombé. C'est quoi les C'est favoris? excellent. Ce sont des petits crabes. C'est des petits petits crabes crabes. Les étrilles, ouais. minuscules, ouais. Les La favoris, meilleure c'est les soupe, ça étrilles. quand même. Hein. Ah, c'est délicieux. Et enfin, toute une cuisine savoureuse, de qualité, avec des bons produits. Enfin, je comprends Saint-Étienne-du-Grès. Il y a tout un parc de producteurs autour. Tu m'avais parlé du food club aussi, c'est pas resto, Alors ça? oui, à part le MX, il y a aussi nos voisins. Ouais. Et ça, c'est une initiative, je trouve très intéressante. C'est un incubateur. C'est porté par... le Ça, c'est- carburateur, pardon. Non, mais Le carburateur, oui. C'est le mêlé. C'est porté par le carburateur qui a vocation à apporter des projets. Et ils se sont installés ici au dock, à côté de la place Paul Ricard. C'est un incubateur. C'est un incubateur et ils ont donné de l'espace, je crois que c'est un partenariat avec d'ailleurs les docks, pour que des jeunes chefs d'entreprise, chefs cuisiniers, restaurateurs ou traiteurs, Entrepreneur et chef. puissent s'exprimer pendant 6 mois, 1 an, tester leur cuisine, voir s'ils rencontrent une clientèle, et c'est assez divers, donc ça fait quand même un petit food court. Et dedans, il y a quelqu'un en particulier que je trouve adorable et qui fait une cuisine excellente. Et le concept est original, c'est un traiteur engagé, ça s'appelle Goût du Monde. Ouais. Et ils mettent à l'honneur tous les mois, la carte change, et c'est un pays. Donc c'est très international, c'est très ouvert. Il y a beaucoup de cuisine du Sud. Et on navigue du Pérou à l'Algérie, en passant par le Maroc, en revenant par la Grèce. Enfin, il y a toute une programmation. C'est fait par des... Il y a une vocation sociale aussi, d'insertion, de montrer à des gens qui ont du talent et qui peuvent y arriver et qui peuvent se lancer. Donc ils les aident, ils les portent. Et je trouve que ça nous porte aussi. Puis voilà, c'est très sympa. Mickaël, tu voulais nous parler de quoi? Plein de choses. Vas-y. Dans les coups de cœur, alors peut-être un peu moins parce que je suis beaucoup à la maison. Ouais. Boisson et cuisine, j'aime beaucoup recevoir et faire à manger pour les amis. Et j'ai la chance d'avoir des amis qui cuisinent très bien aussi, donc en général c'est plus échange. Mais moi, c'est dans le sud, c'est les producteurs, c'est des rencontres de producteurs qui m'ont pas mal touché. Il y en a eu un que j'avais rencontré, que j'ai revu à Marseille, Arnaud Laurie, qui est on va dire un chasseur d'épices. Monsieur qui, ça c'est de la badiane fraîche, c'est assez rare de l'avoir sous cette forme-là. Anis étoilé. Exactement. Ouais. Donc là, elle est en saumure, donc elle a aussi un peu bruni. Mais ça, c'est des produits qui sont assez rares à avoir en France ou même en Europe dans cette forme-là. Et Arnaud, c'est quelqu'un qui traverse le monde entier, donc particulièrement sur l'Asie, l'Inde, l'Afrique, et qui fait de la récolte d'épices fraîches, et qui se balade avec sa valise et qui va voir différents restaurateurs. Voilà. Je l'ai en tête. Mais qu'à des, Parce que je me disais, la badiane, il peut pas la récolter. avec mes cas des matières premières fantastiques. Enfin, moi, j'ai redécouvert énormément d'épices, de variétés de cardamome, des choses géniales avec lui. Et dans la même veine, quelqu'un que j'ai rencontré ici, vraiment à mon arrivée dans le sud, c'est Jean-Baptiste Enfonceau, qui est à Bandol. Et qui lui qui a quelques hectares, je crois qu'il a 3 hectares, où il travaille tout en permaculture, et surtout qui est un gros passionné, donc qui va avoir des variétés qu'on va pas trouver. Il m'a fait découvrir des variétés de piments, des variétés de tomates et des produits, par exemple, comme un qui m'a le plus marqué, c'est le Dwarf Tamarino, qui est un cousin de la tomate, un tout petit fruit orange. Je pense que si j'avais pas été barman et que j'avais pas un peu de connaissance en alcool, j'aurais cru que la gentiane ou que la Suze était tirée de ce fruit-là. Ça a une amertume très terreuse.
très proche de la gentiane, et un côté fruité, limite comme une physalis très mûre. Enfin, c'est un truc, c'est grandiose. Et c'est vrai que l'avantage de Jean-Baptiste, c'est que il a son terrain et à côté, on va dire sa maison, son habitat, et que du coup, la rencontre et la recherche terminent vite sur une mise en pratique. Donc direct après la cueillette, on s'est amusé à travailler ça, à travailler de la tagette, enfin plein de plantes aromatiques qu'il a et fruits. Et c'est assez grandiose du coup de partager parce qu'on peut aller de A à Z, c'est-à-dire de la terre, comprendre, évoluer, cueillir les défunts, travailler et ensuite mettre en application directement avec la fraîcheur du produit. Donc ça a été une très belle rencontre. Est-ce que tu animes des soirées un peu comme les DJ ? Est-ce qu'aujourd'hui tu es demandé ça peut arriver. Après, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le bar actuel, de faire de se déplacer pour une soirée ou un week-end chez des happenings. Pardon ? Des happenings, des happenings, des guests. Il y a toujours plein de noms. T'es un peu le David Guetta du oui, cocktail. Voilà, exactement. C'est exactement comme ça que je me définirais, le David Guetta du bar. Je pense que ça colle parfaitement. Ça colle parfaitement. Je pense que ça peut pas coller mieux. mais non, c'est des démarches intéressantes. À Palavas-les-Flots le 13 septembre. Oui. Oui, avec le Sex on the Beach mis en avant, oui, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est intéressant pour ça, parce que quand on va avoir différents barman, il y a aujourd'hui dans le bar, c'est un métier qui existe depuis, qui est pratiqué depuis fin 1800, le bar, c'est une grande histoire aussi, mais vraiment qui revient sérieusement sur ses vraies bases depuis une vingtaine d'années. Particulièrement en France, c'est une quinzaine d'années. Donc là, aujourd'hui, on est dans un gros boom, il y a plein de gens qui ont... Internet s'est mis au milieu aussi, donc on a accès à énormément de techniques, de façon de produire qu'on n'avait pas avant, où on n'avait que les bouquins classiques, donc c'était une méthodologie et quelques recettes, mais toujours travailler sur le même noyau, alors qu'aujourd'hui tout explose. Je veux dire, on rentre on a des barman très classiques qui restent sur l'association de produits sans les transformer. On a eu le passage vers le sirop maison, l'infusion, ce genre de choses, mais maintenant on est sur de l'infusion sous vide. De la filtration par agar-agar, filtration, clarification. En fait, il faut travailler au CNRS un peu pour faire voilà, des cocktails. Non, mais aujourd'hui, et puis à ce côté-là, le bar était très très impacté. Je pense que c'est un des premiers métiers, parce que beaucoup plus petit et beaucoup plus facile à travailler à fond sur le zéro déchet. Donc forcément, à développer aussi énormément de techniques autour. Donc aujourd'hui, le bar est devenu très vaste, donc c'est toujours intéressant d'aller travailler, de faire des petits happenings comme ça dans différents bars, parce qu'on est obligé de faire une espèce de clin d'œil aussi à l'hôte, et donc d'aller rechercher un peu soit sa technique, soit sa philosophie de travail, et de se repousser un peu dans ses retranchements. Donc c'est intéressant à faire là-dessus. C'est quoi tes ustensiles ? Bon, il y a le shaker. Ouais. Et la cuillère ? Moi, honnêtement, s'il y en a un à garder, c'est le doseur. Le doseur ? Ouais. La cuillère, je peux la remplacer par ce que je veux. Le shaker, je peux prendre un pot de confiture. J'ai vu quand même que la cuillère, c'est pas n'importe quelle cuillère, c'est des trucs hyper fins. Ouais, mais c'est de la fumette. C'est un truc de barman pour vous aider à faire patienter. Quand il y a un quart d'heure d'attente pour un verre, on vous fait patienter en shaker un peu bizarre, et en ayant une cuillère élégante. Mais non, ça c'est historique, c'est juste pour la rotation. La vrille, c'est pour la rotation. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'elle sert vraiment. C'est là que je pensais. Voilà. Donc c'est une vrille qui aide à la faire tourner entre deux. Mais pour moi, vraiment outre l'ingrédient, c'est la mesure qui est ultra importante. Parce qu'on pourra toujours remplacer la mesure. Il y a des produits, même avec le temps, à l'œil qui pardonne pas. Où le demi-centilitre en plus peut totalement les verres dangereux. Faut bien connaître les verres, j'imagine. Faut adapter son verre. Bien connaître, pas forcément. Oui, bien connaître, c'est plus un côté, on va dire, financier derrière dans la gestion de son bar, de connaître les bonnes marques. Mais après, surtout le choix du verre qui va être important par rapport à ce qu'on va mettre dedans. Ça, c'est une grosse importance. La finesse, le poids, la taille, qui va évoquer c'est un univers, le cocktail. Comme quand un chef dresse une assiette, on veut raconter quelque chose. On part toujours soit d'une histoire, soit de l'histoire d'un produit. Après, chacun a sa méthodologie de création. Mais il y a forcément une démarche derrière, une histoire qui va de la première idée jusqu'au nom, jusqu'à la dernière décomposée. Donc le verre en fait partie. Et un peu comme les pizzaiolo là, qui font tourner leur pizza, comme les derviches tourneurs là, sur un doigt. Ouais. On va parler flair. Toi, tu fais aussi fais le show avec les shakers et moi, tout. Je suis pas assez doué pour ça. Non, puis c'est deux univers très différents. Ce qu'on fait derrière le bar, on va dire l'envoi de cocktail avec la précision que ça demande, on peut pas adapter les deux. Un flair bartender pourrait être un très très bon barman et être très bon en flair, mais pour être bon dans les deux, il va falloir qu'il prenne un quart d'heure, 20-25 minutes pour faire son verre, parce qu'il y a la partie chaud entre temps. Donc c'est bien pour du chaud, mais c'est pas bien pour l'envoi au client. C'est pas adapté à l'envoi du client. Donc après, il y a ce qu'on appelle le working flair, où là, c'est plus des petits gestes, un lâcher de bouteille, des choses comme ça. Moi, si c'est maîtrisé, je reste un grand gamin. Donc si c'est maîtrisé, que je bois bien derrière et que le mec a le sourire, je prends. Ouais, non, ça c'est... Bah oui, ça fait partie du jeu. C'est deux univers, mais ça fait partie du jeu. Julia, toi, ton ustensile, tu nous en as parlé un peu, c'était le couscoussier de ta grand-mère. Ouais. Toi, Emmanuel ? Moi, j'ai le couteau.
Le couteau. Bien sûr. En général, c'est le couteau ou les mains. Oui, c'est le couteau ou les mains. Et quand tu vas chez des potes et qu'on vient pas chez toi, tu ramènes quoi? Du vin, de l'huile d'olive ou un truc que j'ai cuisiné, mais voilà. Tu vois, à manger quoi. C'est une façon, dans le sud, c'est une façon de dire qu'on aime, quoi, d'apporter à manger, tu vois. Et toi, Julia, tu ramènes quoi? Moi, je ramène des pots, là, comme ça, là. Les mêlés, par exemple, je ramène toujours ça, moi. Toi, Mickaël, tu ramènes quoi chez tes amis? J'ai fait un parallèle, je ramène souvent des anchois, moi. Ouais. Et du vin. Mais j'ai une grosse passion anchois. Donc très très souvent, je ramène des anchois que je prépare à mariner avec des graines de fenouil, justement, des poivrons que j'ai fait confire au four. Toi, Caroline, j'imagine tu ramènes un livre sur l'histoire de Paul Ricard. Oui, bien sûr. Ça tombe bien, c'est les 90 ans cette année. Mais pas que. Ouais. Il en existe, j'imagine? Oui, et il a lui-même écrit un ouvrage après avoir pris sa retraite de la société. Et ça s'appelle La passion de créer. Donc ça résume bien l'homme. Mais je ramène aussi, mon beau-père est corse. Donc je ramène des charcuteries qu'il n'y a que lui qui trouve, dans la castaniche notamment. Et de la boutargue de Bastia qui est divine. Donc en général, je suis plutôt bien accueillie. On dit boutargue ou poutargue? Ah, on a le droit de dire les deux. On a le droit de dire les deux. On s'en fout, tant qu'on la mange. Ouais. Eh ben merci beaucoup, les amis. Merci à toi. Voilà, la boucle est bouclée. On se retrouve bientôt sur Bande de Food. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. À très bientôt. Au revoir.